de Rutshuru dès ce mercredi. Plus de détails dans cet élément. 16h40 à Goma. L'appareil à bord duquel se trouve le chef de l'État atterrit à l'aéroport de Goma. Au pied d'avion, le Raïs Kabila Kabange est accueilli par les membres du comité provincial de sécurité, avec à leur tête le gouverneur Jules Paluku Kahongya. Selon les sources sûres, le chef de l'État vient inaugurer à partir de ce mercredi la centrale hydroélectrique de Matebe en territoire de Rutshuru, centrale devant alimenter les villages environnants, le parc de Virunga et une partie de la ville de Goma. Une véritable réponse aux défis énergétiques au Nord Kivu pour booster l'économie de la province. Comme il vient inaugurer le courant de Rutshuru, j'ai été ministre de l'Agriculture, je pense que c'est une valeur ajoutée pour la province du Nord Kivu. Nos maïs, notre soja qui était toujours vendu en Ouganda, sa valeur ajoutée. Je crois que dans les jours à venir, nous allons voir des investissements importants dans ce secteur de l'agriculture, mais aussi d'autres secteurs pour amener à transformer le peu que nous produisons. Le Nord Kivu qui est une province agro-pastorale, il nous faut du courant. Et un pas pour le courant dans le territoire de Rutshuru, c'est un pas vers le développement. Le chef de l'État a toujours dit que le Congo c'est un pays qui va vers l'émergence. Je crois que c'est un exemple patent pour aller vers l'émergence. Pour certains sympathisants de l'AMP, la visite du chef de l'État au Nord Kivu est un véritable signe de paix. Nous venons de recevoir notre Raïs. Savez-vous vous-même comment l'ambiance a été? Vous êtes témoin de cette ambiance à l'aéroport, comme il vient même de faire la route, il fait les pieds pour dire que je suis chez moi à domicile à Goma. Et le chef de l'État a fait une petite marche à pied jusqu'à la sortie de l'aéroport, sous les ovations des sympathisants de l'AMP venus nombreux l'accueillir ici à l'aéroport de Goma. De nouvelles réactions au lendemain du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Ce mardi, des députés nationaux membres de l'opposition ont, après analyse, lu une déclaration dans laquelle ils fustigent ce qu'ils qualifient de menaces proférées à leur endroit par le président de la République. Ces élus absents du Congrès ne trouvent rien de nouveau dans ces discours. On écoute Fabien Moutom, porte-parole des circonstances. Nous avons retenu ce qui suit. Premier point. Le président de la République s'est évertué à proférer des menaces contre les membres de l'opposition politique et les forces politiques et sociales qui considèrent le dialogue tel que souhaité par lui-même comme étant inopportun. 2. Il est étonnant que du début à la fin de son discours, en sa qualité de garant du respect de la Constitution, le chef de l'État n'ait fait aucune allusion à la Constitution. Ce silence évocateur ne nous rassure pas quant à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Cette analyse n'est pas du tout partagée par la majorité présidentielle. D'après les sénateurs PPRD Cheo Kitundu, il est des opposants qui complotent à l'étranger contre le pays et le chef d'État a tenu à dénoncer ce genre d'initiative. Le sénateur Cheo Kitundu était lundi l'invité du journal. Il n'était pas menaçant, mais simplement, il a voulu mettre en garde ceux qui, d'une part, voudraient que la République soit dirigée de l'extérieur, première chose, et en même temps, il y a quand même certaines personnes actuellement qui participent à des forums qui, au fait, cogitent pour la déstabilisation de certains pays. Alors là, nous ne pouvons pas accepter du tout. C'est pour ça qu'on veut rappeler que le destin de la République, c'est au Congo qui se dessine. Et puis, actuellement, si on a convoqué le dialogue, c'est pour que tous les Congolais se retrouvent. Les représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, qu'on se retrouve autour de la table pour examiner la situation de la République démocratique du Congo en général et qu'on regarde comment trouver des solutions adaptées au contexte actuel. L'actualité, c'est aussi la clôture ce mardi de la session budgétaire au Parlement. À l'Assemblée nationale, le président Aubin Minaku a jugé positif les bilans de cette session qui a vu notamment le pays doté d'une loi des finances exercice 2016. On retiendra de cette session de nombreux contrôles de membres du gouvernement et l'entérinement de nouveaux animateurs de la CENI. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a reçu ce matin en son cabinet le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies
en RDC en charge des affaires humanitaires. Au menu de leurs échanges, le progrès remarquable que vient de réaliser la RDC en gagnant plus de 11 places au classement international des Nations Unies dans le cadre du rapport du développement humain des Nations Unies. Suivez. Je suis venu d'abord présenter au Premier ministre nos chaleureuses félicitations, à lui personnellement, au gouvernement, au président de la République et à l'ensemble du peuple congolais pour le progrès remarquable réalisé par le Congo entre l'année 2014 et l'année 2015. Le Congo vient de gagner 11 places au classement international des nations dans le cadre du rapport de développement humain. Et ces 11 places gagnées sont le résultat des efforts en matière de bonne gouvernance politique et économique du gouvernement du Congo dans le cadre de la relance économique et de la stabilisation macroéconomique. Le rapport de demain me semble être une bonne continuation de ce message d'optimisme que le président de la République a partagé avec les Congolaises et les Congolais. Et cet optimisme montre que ce n'est pas simplement ce que le gouvernement dit, mais c'est le regard de la communauté internationale sur le Congo qui est en train de changer. Le Congo est dans la bonne direction et ceci vient renforcer le message d'espoir que le président de la République a partagé avec les Congolaises et les Congolais hier. Et puis, les différents projets d'infrastructures en construction dans la province du Kasaï central ont été évalués cet avant-midi par le commissaire spécial Alex Kandemou-Pompa et Fridolin Kassechi. Il ressort de cette évaluation que la province, dans sa nouvelle configuration, a des énormes potentialités de développement, mais il faille plus grand investissement dans ces routes. Alex Kandemou-Pompa est venu informer Fridolin Kassechi sur l'avancement de différents chantiers dans sa province, tels que reconfigurés après le découpage. Outre la voirie de Kananga dans la route qui mène vers l'aéroport, le commissaire spécial du gouvernement pour le Kasaï central a évoqué avec son hôte la question des ponts Kabelekese et Loueta sur la route qui mène de Kananga vers la province de Lunda Norte en Angola et les ponts Chibungu et Katusenga sur la route nationale numéro 39 qui connecte Kananga à Ilebo. Les structures métalliques de type Wagner-Biro sont heureusement déjà disponibles à la brigade de l'office de route à Kinshasa et devront être expédiées sur les chantiers prochainement, a expliqué le ministre au commissaire spécial. À noter que dans les tout prochains jours, la connexion du Kasaï central à l'Angola sera effective avec l'inauguration du pont flottant de Kalamba-Mbouji. Et puis 16 millions d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans accouchent chaque année dans le monde et 85% de ces naissances surviennent dans les pays en développement et seulement 14% connaissent leurs états sérologiques. Des statistiques très alarmantes qui ont poussé le programme national de santé des adolescents d'organiser une table ronde sur la santé des adolescents début Mwanda pour le reportage. Jeunes, services et produits des planifications familiales et santé reproductive, cette matière est la base de la réflexion de la 4e table ronde ouverte ce mardi. Cette opportunité se présente comme une instance par excellence pour examiner, partager des expériences, échanger et développer des stratégies susceptibles d'outiller les adolescents à une sexualité responsable. Ce beau cadre de Béatrice Hôtel a vu défiler différents experts d'université et secteurs de la santé qui ont exposé sur plusieurs problèmes environnant la jeunesse. Au regard de multiples difficultés qu'ils éprouvent en ce qui concerne leur sexualité, cette rencontre tombe à point nommé. Dans notre pays, vous avez 27% de naissances qui proviennent des adolescentes. Et donc nous estimons que c'est un fléau pour la simple raison que toutes ces naissances-là ne devraient pas survenir à ces âges-là. Un effort va être fait pour que dans les 5 prochaines années, par rapport au paquet d'activités qui vont être offerts aux adolescents et jeunes, que nous puissions réduire justement les naissances des adolescents et de jeunes de 27% à 17%. L'instauration de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires serait indispensable pour assurer la santé de la reproduction de la jeunesse. La sexualité chez l'être humain doit être apprise en respectant les besoins, les problèmes qui se posent dans la vie psycho-affective de l'enfant. Il n'est pas question, même dans l'éducation à la vie, d'aller à l'école primaire, en première, en deuxième, et commencer à parler de la sexualité comme si on parlait à un adulte. Non, nous, dans l'éducation à la vie, nous respectons les étapes de croissance physique, psychique et même affective de l'enfant. Il n'est pas question d'aller plonger les jeunes ou les adolescents dans un monde
avec des réalités brutes, mais il est question de lui montrer d'abord qu'il est être humain différent de l'animal. Les questions liées à la sexualité demeurent un problème majeur de la société. Il nécessite un programme cohérent pour y remédier. Il faut un plaidoyer. Plaidoyer pourquoi? D'abord au niveau des autorités politico-administratives pour qu'ils comprennent que le jeune, c'est l'avenir de demain. Mais pour que le jeune puisse vraiment contribuer à l'avenir du pays, il faut investir sur le jeune. Investir sur le jeune, c'est d'abord sur sa santé, d'abord sur son éducation. Organisé par le Programme national de santé des adolescents, en partenariat avec le centre Tulane, cette table ronde se clôture ce mercredi à Béatrice Hôtel. Autre chose, à présent, Marie-Josée Ifoko, commissaire spéciale adjointe de la province de la Chuapa, a sensibilisé les femmes de cette contrée à l'amour du pays et à l'excellence au travail. C'était en présence des militants de son parti politique, le CNC. Femmes face à l'ingérence, c'est les thèmes développés par Marie-Josée Ifoko, commissaire spéciale adjointe de la Chuapa, en charge de l'économie et des finances, à l'intention des femmes leaders de Boende, au cours d'un culte d'action des grâces à l'église Sangomalamu. L'oratrice du jour a exhorté à ses sœurs de changer le cours de choses, comme l'a fait Marie, mère de Jésus-Christ, au mariage de Cana. Les femmes de la Chuapa doivent travailler pour relever le défi du développement de leur province. Pour lier l'utile à l'agréable, elle a offert 100 chaises plastiques à l'église. Le commissaire spécial de la province de la Chuapa, Cyprien Lomboto, pour sa part, vient de lancer à Boende la campagne officielle de la vaccination des enfants de 0 à 59 mois. Objectif, éradiquer les virus sauvages sur l'ensemble de la province de la Chuapa. Lancement officiel de la campagne de vaccination dans la nouvelle province de la Chuapa à travers les grandes artères de Boende pour conscientiser les parents d'amener les enfants dans des centres de vaccination. Occasion pour le commissaire spécial de la Chuapa, Cyprien Lomboto, de remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui accorde une attention particulière à la santé des populations congolaises en général et des enfants particuliers. Le commissaire spécial a en outre exhorté les agents commis à la vaccination de sillonner les fins fonds de 6 territoires qui composent la province de la Chuapa. Une cérémonie agrémentée par un orchestre du coin au marché de Boende. Autre chose, à présent, 1945-2015, 70 ans au service du monde entier, l'agence onusienne UNESCO a célébré ses 70 ans hier à son siège national. Cette agence des collaborations intellectuelles a fait les bilans de sa présence pendant 55 ans en RDC, question de prouver sa contribution dans le maintien de la paix. Elle a contribué durant 70 ans au maintien de la paix par la collaboration intellectuelle. L'UNESCO a soufflé lundi sur ses 70 bougies à l'échelle mondiale et ses 55 ans de présence en RDC. Dans sa mission au Congo, l'UNESCO a contribué au renforcement des capacités de plusieurs ministères. Dans le domaine de l'éducation notamment, la RDC a bénéficié de son appui dans l'adaptation et la réforme du système scolaire national. Dans le domaine de l'éducation, nous appuyons les ministères à avoir leur politique, leur stratégie, ce qui a été le cas. Au niveau des sciences, il y a un exercice qui est toujours en cours pour que les sciences se dotent, le secteur se dote d'une politique. Au niveau de la culture, l'exercice est toujours aussi en cours pour aider le ministère à se doter d'une politique au niveau de la culture. Il y a eu la déclaration d'une politique qui a été faite. Et au niveau de la communication et l'information, il y a eu le plan directeur pour la communication qui a été appuyé et développé grâce à l'UNESCO. Le gouvernement congolais salue avec raison la collaboration de plus de 5 décennies de cette agence onusienne. Nous saluons l'action de l'UNESCO en République démocratique du Congo, qui consiste à faire de la nation congolaise un pôle d'intelligence et de savoir-faire et de priorité du gouvernement dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la culture. La culture étant aussi sur le cahier de charge de l'UNESCO, la visite des installations et danses folkloriques ont accompagné cette célébration. Parlons des finances publiques. Les agents comptables de l'administration publique ont bénéficié d'un nouveau manuel de comptabilisation des dépenses publiques validé aujourd'hui en vue d'améliorer la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Ces hommes et femmes, cadres et agents de l'administration publique, ont été dotés cette fois-ci d'un nouveau manuel de dépenses publiques. Un nouveau manuel qui vient assurer la centralisation de l'opération comptable du Trésor public avec comme objectif principal
favoriser l'adhésion et l'appropriation politique de nouvelles dispositions comptables dans le paiement des dépenses publiques. En dépit d'une conjoncture difficile, les différentes actions menées dans le domaine des finances publiques ont permis d'améliorer significativement la gouvernance financière, comme l'atteste la dernière évaluation de la performance de la gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA, conduite en juin 2012. Ce plan comptable de l'État assuré par le COREF sur l'étendue de la République favorise la bonne gouvernance de la trésorerie publique. Concernant l'amélioration de la gestion de la trésorerie, le respect du principe de compte unique du Trésor, dénommé compte général du Trésor, constitue une priorité, aussi bien pour le pouvoir central, les provinces que les entités territoriales décentralisées. Ce manuel de 9 parties s'avère indispensable pour une gestion comptable performante, présentant une image fidèle du patrimoine de l'État. Et puis cette annonce, le ministère des Relations avec le Parlement, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, organise un atelier d'évaluation sur les édits provinciaux à la Constitution et aux lois nationales, une évaluation qui va renforcer les nouvelles assemblées provinciales. Reportage. Évaluer les actes législatifs pris par les assemblées provinciales afin de se rassurer que ces actes n'ont ni violé la Constitution ni les lois de la République pour une bonne gouvernance et une législation d'équité. Tel est le but de l'atelier de validation de l'étude de conformité des édits provinciaux à la Constitution et aux lois nationales, organisé par le ministère des Relations avec le Parlement avec l'appui de PNUD. Cet atelier permettra au gouvernement de disposer d'un document de référence pour les assemblées provinciales. La validation au cours de cet atelier du rapport d'étude des conformités de ces édits à la Constitution et à la législation nationale permettra au gouvernement de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour son entérinement définitif conformément à la loi, afin de rassurer l'exécutif national sur la qualité juridique du travail législatif des assemblées provinciales de notre pays. Pour le PNUD, cette évaluation va renforcer les nouvelles assemblées provinciales récemment installées. Pour garantir l'état de droit et consolider la démocratie, les tests législatifs et les actes réglementaires émanant des institutions parlementaires doivent être conformes à la Constitution et être appliqués avec équité, efficacité et transparence. Après ces travaux, le rapport d'experts servira d'outil didactique pour les nouvelles assemblées provinciales sur l'expérience des 2 dernières législatures afin de notamment corriger les imperfections. Transport en commun, adieu la gestion manuelle des tickets. La société de transport public Transco vient de lancer la phase expérimentale de la billettique électronique. Pour cette première étape, 76 bus sont informatisés pour 4 lignes sur le 25 desservis. Une révolution de la modernité qui permet de lutter aussi contre la fraude. La société de transport public menace sa monture pour se hisser aux normes internationales. Avec des idées fortes et novatrices pour la bonne pratique de la gouvernance, Transco s'engage à moderniser son système de la billettique électronique. Le lancement officiel de cette phase expérimentale est intervenu ce mardi. Vous avez des cartes d'abonnement ou de cartes de crédit. Quelqu'un peut acheter ses titres de transport en avance. Il met dans sa carte et il vient se présenter au bus et il présente la carte et on peut le faire accéder dans les bus grâce seulement à la présence de cette carte. Donc les cartes d'abonnement, les cartes de crédit. Rassurez-vous, ça va très bien se passer. En cette première phase, 70 bus sont informatisés pour 5 lignes sur le 25 desservis. Un système de billetterie électrique qui permettra aux services financiers de Transco d'avoir en temps réel le nombre des tickets vendus par le percepteur et toutes les garanties sécuritaires sont démises. Il n'y a aucun risque de génération de tickets frauduleux parce que le ticket n'existe pas qu'au moment où il est payé. Okay? C'est une bobine banalisée qui n'a aucune valeur. Elle prend sa valeur au moment même où le ticket est payé. Même quand la machine, on passe la carte dessus, elle génère un ticket prouvant avec les informations codées que seul le contrôleur peut
décrypter. Une nouvelle technologie bénéfique pour les abonnés Transco, une preuve éloquente de la révolution de la modernité. L'actuelle stratégie, elle concourt bien entendu à cette gestion efficace et rationnelle. Mais il faut reconnaître que les usagers du transport collectif sont appelés aussi à pouvoir participer à cette stratégie. Parce que tout cela, c'est pour leur offrir du confort, mais aussi de la sécurité dans les transports. Ce nouveau système modernisé permettra aussi de fidéliser les clients et véhiculer des messages commerciaux imprimés sur les tickets. Après les enfants malades de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, c'était le tour des prisonniers de la prison centrale de Makala de bénéficier des dons de la Fondation Vodacom Congo dans le cadre de son mois de partage. Des vivres et des non-vivres ont été déposés à cette institution carcérale pour permettre aux incarcérés de passer cette période festive dans la joie. Des vivres et non-vivres pour les détenus de la prison centrale de Makala. Un don de la Fondation Vodacom Congo à l'occasion de son mois de partage. Un geste humanitaire qui permettra à ces incarcérés de passer de belles fêtes de fin d'année. Ce mois-ci, beaucoup s'apprêtent à se réjouir, à avoir des festivités. Et nous nous disons que ceux qui sont retenus ici, prisonniers, quels que soient les motifs pour lesquels ils sont ici, ont besoin aussi de l'attention et de l'affection de nous qui sommes en liberté. Alors la Fondation Vodacom, comme monsieur le directeur l'a dit, depuis plusieurs années, régulièrement, nous venons au mois de décembre et nous partageons. Nous partageons ce que nous avons pu mettre de côté pour eux et nous voulons simplement remettre un peu de sourire. Pendant que tout le monde va se réjouir à Noël et à Bonne Année et au Nouvel An, nous voulons aussi que nos frères et sœurs qui sont ici aient le sourire. Touché par cet acte, le directeur général de la prison centrale de Makala sollicite plus d'assistance de la part de cette société généreuse. C'est un geste qui est entré dans vos habitudes sociales. Nous en sommes très reconnaissants. La part que... Je sais que ça vient du contribuable Vodacom. S'il faut le circonscrire dans ce sens-là, nous allons le manger, nous allons l'utiliser en bon père de famille. On va faire un effort de manière à ce que chaque détenu prenne quelque chose. Mais comme on ne peut pas nourrir tout le monde avec cette qualité, nous le mettons dans le ménage commun, dans le ménage commun, dans la cuisine collective, pour que chacun puisse prendre sa petite part. En plus d'être une structure commerciale, Vodacom Congo, à travers sa fondation, se soucie également de la communauté dans laquelle elle évolue. Voilà ce qui justifie ses œuvres sociales. Et puis en sport, avant de nous séparer, le tout-puissant Mazembe joue demain mercredi contre le club America. Match comptant pour la 5e place de la Coupe du Monde, club Japon 2015. Mais les torchons brûlent entre l'entraîneur Patrice Carteron et Robert Kidiaba, qui a refusé de s'entraîner pour n'avoir pas été classé au match de quart de finale perdu face à San Francisco Hiroshima. C'est par cette nouvelle de sport que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur B1.